Bonjour Florence, Bonjour Adeline. je te remercie de m'accueillir au sein de l'atelier Porto. Pourrais-tu nous parler des motivations qui t'ont mené à sa création en 2016? En fait, l'histoire commence en 2012, lors d'un premier voyage dans la vallée du Douro, au Portugal. D'où d'ailleurs tu peux voir toutes mes photos de mon premier voyage, enfin quelques photos, Mhm. avec mes clients, mes ex-compagnons de travail. Et la vallée du Douro, c'est là où on produit les vins de Porto. Et j'ai trouvé, c'est un spectacle de la nature. C'est grandiose, c'est fascinant. Et je crois que mon premier coup de cœur a été en 2012. Ensuite, l'histoire continue en 2013, où j'ai rencontré une personne, Jean-Philippe, qui était le premier Français à promouvoir les vins de Porto à Porto, en 2000. Et je l'ai rencontré en 2013 et j'ai fait plusieurs allers-retours Lyon-Porto. Et grâce à lui, j'ai pu découvrir ce que c'était vraiment que le vin de Porto. Et surtout, rencontrer les producteurs, et notamment des petits producteurs, des producteurs indépendants. Et j'ai pu apprendre. Au jour d'aujourd'hui, avec ces producteurs, il y a vraiment une relation intense de complicité, une relation privilégiée que j'apprécie énormément. Et pour continuer, je pense que l'envie de partir de France était déjà là, et c'est devenu vraiment évident que je quitte la France pour le Portugal pour promouvoir les vins de Porto. Je me suis un petit peu renseignée par rapport à Lisbonne, puisque Porto, la place était prise. Et à Lisbonne, il y avait Solar do Vinho, c'est un bar à vin dédié aux vins de Porto qui appartient à l'Institut des vins du Porto et du Douro. Et aujourd'hui, nous sommes deux, l'atelier Porto et Solar do Vinho. Alors, explique-nous ton métier, s'il te plaît. En fait, l'atelier Porto, c'est un petit peu l'école des vins. C'est la maison des vins de Porto. Ici, c'est un bar à vin pédagogique. J'ai créé des formules de dégustation qui peuvent aller de 3 à 8 verres, mais en fait, je m'adapte au client, s'il est novice ou pas novice. Et le but, c'est de déguster avec le client et surtout d'expliquer ce que c'est qu'un vin de Porto, avec quoi le consommer, voire même avec qui le consommer, leur raconter l'histoire. Voilà, c'est vraiment pédagogique. Je veux que le client, quand il repart de chez moi, de l'atelier, qu'il ait appris quelque chose sur les vins de Porto. Alors, euh, c'est en effet ce dont tu m'as fait profiter la première fois que nous nous sommes rencontrés. Et à ma grande surprise, pour moi, le Porto, c'était l'apéro. Et c'est là où tu m'as fait découvrir les vins de Porto. Et peux-tu nous expliquer, parce que j'en serais bien incapable, cette différence? Effectivement, comme tu le disais si bien, le vin de Porto, c'est un produit qui est mondialement connu, mais au final méconnu du public. Ce que tu disais, c'est tout à fait vrai. C'est un produit qui est d'apéritif, par exemple pour la France, un produit, une bouteille qui est cachée dans un placard, qu'on va sortir de temps en temps, qu'on va associer avec une sauce. Non, le vin de Porto, c'est un vin, c'est pas juste du Porto. Et on peut vraiment faire un repas au vin de Porto. On peut l'associer avec du foie gras, avec un poisson, avec du gibier, avec un magret, avec du chocolat, avec du fromage, avec un cigare en digestif. C'est juste fantastique, c'est juste grandiose. Il faut vraiment enlever cette image de vin de grand-mère et le promouvoir que c'est un vin, un grand vin. Donc, il existe plusieurs familles de Porto. Pourrais-tu nous en parler? Effectivement, dans les vins de Porto, il y a 3 familles, les blancs, les rubis et les tawny. Les blancs, le critère, on va parler plutôt de sucrosité. Ça va aller du plus sec au plus doux. On va pouvoir l'associer, par exemple, un 10 ans en doux, on va pouvoir l'associer avec un foie gras qui va remplacer un sauterne ou un jurançon. Un dry, pourquoi pas en apéritif, avec des pastels de bacalaon, pourquoi pas. Deuxième critère dans les blancs, c'est quand même le vieillissement. Les pastèques de bacalao, ça doit être la bacalo, non? Si. C'est ça. Dans les vieux blancs, le deuxième critère, je dirais que c'est le vieillissement. On peut aller jusqu'à 80 ans en vieillissement en blanc, donc là on est plus en digestif, voire avec un cigare. Les blancs, je dirais que pour moi, c'est un vin où on peut vraiment s'éclater gustativement. Il y a plein de saveurs, il y a plein de choses à comprendre et à découvrir. Ensuite, tu as 2 familles de rouges, les rubis et les tawny. La différence, c'est avec l'élevage. Élevage en bouteille pour les rubis, donc je dirais que c'est comme un vin normal, mais avec du sucre en plus, entre guillemets, mais c'est un vin qui va évoluer en bouteille. Quand c'est jeune, c'est vraiment, on cherche à avoir ce côté gourmand, à croquer le fruit, le côté fruit rouge qu'on va associer avec un moelleux au chocolat, pourquoi pas. Et quand ça vieillit, tout à l'heure je te parlais de gibier,
On va pouvoir le mettre avec, je sais pas, du pigeon ou avec un sanglier. On va pouvoir associer un plus vieux vintage parce il va perdre en sucrosité, il va perdre ce côté gourmand pour aller sur des arômes un peu plus tertiaires, un peu plus animal. Donc il va plus ressembler à un vin. Et enfin, la famille des Tawny. Tu seras plus sur des arômes un peu caramel, un peu fruits secs, écorce d'orange, qu'on va pouvoir associer quand c'est un peu plus jeune avec certains desserts comme les pastel de nata chez nous, ou les glaces à la vanille, pourquoi pas avec un café. Et à partir du 10, 20, voire plus âgé, en mode digestif, je me pose, je mets une petite musique jazzy dans mon fauteuil, je le sirote comme un whisky. Ça sera un digestif. Ah, moi, c'est celui que je préfère. Et bientôt 2 années écoulées. Quel moment, quelle expérience retiendrais-tu? Bah écoute, ma seule satisfaction est que le client reparte avec le sourire, qu'il a appris quelque chose sur ce produit. C'est juste transmettre ma passion et mon savoir. Et je suis contente, je suis heureuse. Et alors, rien de plus. quel est le... Verdict, ils repartent tous avec le sourire. Bon, bah, ça m'étonne pas. Ils repartent tous avec des bouteilles et ils font, et chez eux, ils expérimentent avec leurs amis, avec leur famille, ce qu'ils ont découvert ici. Ouais. C'est génial. Et après, vous arrivez à garder le contact? Oui, bien sûr. Certains reviennent. J'ai déjà eu des clients qui sont revenus, qui reviennent faire un séjour à Lisbonne, où j'ai des petits messages via mail, comme quoi, ben, écoutez, merci Florence, on a dégusté avec nos amis, tout s'est bien passé. C'est génial. Je veux bien le croire. Auras-tu de nouveaux projets en 2018? Oui, bien sûr. Plein de projets sont à créer autour de l'atelier. Notamment, j'ai démarré en début 2018, voire fin 2017, des événements avec les producteurs qui se déplacent jusqu'à Lisbonne. Et donc, j'invite le producteur et on invite les locaux, donc qu'ils soient francophones ou portugais, à bénéficier justement de ce déplacement. Et le producteur explique son produit. On déguste une gamme de Porto. Développement aussi, j'ai repris le blog de l'atelier Porto, où le prochain article sera une interview sur un producteur que j'affectionne tout particulièrement, qui devrait sortir incessamment sous peu. Ça sera aussi sur le choix des verres, ça peut être sur un cépage. Enfin, je vais essayer pour toujours promouvoir les vins de Porto. Je serais ravie de collaborer avec des entreprises pour créer l'événement. Oui, je pense que c'est vraiment très important. Ouais. L'atelier Porto se situe à Chiado, le long de l'ascenseur d'Abica. Vous savez, ces petits tramways qui nous font monter une colline en 20 secondes. C'est vraiment des endroits stratégiques. Qu'en penses-tu de cet endroit? Écoute, je dirais qu'il y a 2 critères. C'est assez central parce que je suis entre Baixa Chiado et Cache des Sodré, entre 2 bouches de métro, entre 2 parkings et au centre-ville. Et à la fois, j'aime cette rue parce que je suis un petit peu cachée. Et du coup, ce qui me permet d'avoir une clientèle bien ciblée. Franck, avec vos amis, vous venez d'arriver à l'atelier Porto et vous avez la gentillesse de vous prêter à une petite interview pour nous dire comment vous avez trouvé l'atelier Porto et pour quelles raisons vous y venez avec vos amis. En 2003, j'ai eu l'opportunité de faire une dégustation commentée en français à Porto et je voulais renouveler cette expérience. Donc je suis venu exprès passer un week-end à Lisbonne, j'ai emmené des amis. L'objectif était de faire une dégustation de Porto, parce qu'en France, on ne connaît pas le Porto en tant que tel, on connaît l'apéritif Porto, mais qui n'a rien à voir avec le vrai Porto au Portugal. Voilà notre but et notre raison de venue au Portugal. Eh bien, je vous remercie 1000 fois, ça me fait très plaisir, parce que le début de la rencontre avec Florence parlait justement de cet apéro au Porto assez restrictif. Bonne journée, bonne dégustation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Florence, cette rencontre touche à sa femme. Inversant les rôles, aurais-tu une question à me poser? Oui, Adeline. Quel conseil donnerais-tu pour une première visite à Lisbonne? Ah, comment découvrir Lisbonne? Lisbonne est une ville singulière et souvent, quand on va pour visiter une ville, on achète un guide et puis on se fie au guide.
Alors moi j'appelle ça une forme de tourisme express, ou en tout cas à Lisbonne. Ça se résume à la formule Lisbonne en 4 jours, où les gens font 24 heures de queue sur les 4 jours, parce que leur visite se résume, quand on voit les queues à certains points stratégiques, à la visite du château, certainement errer, vu le monde, dans Baixa Shadow, Berro Alto. Oui. Après ça, Belém, Sintra, et puis voilà quoi. Ils ont vu ça, et ça c'est pas ce que j'encouragerais à faire, parce que je pense que ça devient plus de la détente. Sans parler du tram 28 où les personnes vont attendre 1, 2 heures, voire peut-être plus, pour en fait voir peu de choses, car les rues où ils passent sont étroites. C'est juste un moyen de transport authentique à utiliser pour se rendre dans certains quartiers. En fait, ce mode à visiter Lisbonne me semble inadapté à cette merveilleuse ville. Donc pour les personnes plus épicuriennes et répondre à cette problématique principale, j'ai développé un site internet que tu connais donc, adelinalisbonne.com, dans lequel actuellement 8 quartiers sont identifiés et où déjà presque 600 adresses sont référencées. En second lieu, vous faites votre sélection par une 50aine de mots-clés selon vos préférences et curiosités. De cette manière, vous pouvez choisir 2 ou 3 adresses par jour et ainsi découvrir le quartier en toute liberté. Pour une totale liberté sur place, je pense qu'il faudrait encore vous prémunir de 2 outils. Une carte globale et précise de Lisbonne, comprenant tous les quartiers, aussi bien l'aéroport que Campo Grande, Alcantara, Ajuda, Belém. Une carte, c'est irremplaçable pour mémoriser, comprendre une ville, notamment les 7 collines de Lisbonne, car à pied, il vaut mieux les descendre que de les prendre de front. Par ailleurs, vous pourrez aussi télécharger l'application Citymapper. Il n'y a pas longtemps que je l'ai trouvée, mais franchement, d'ailleurs je ne l'ai pas trouvée, on me l'a indiqué. Cette application propose tous les moyens de circuler à Lisbonne, à pied, en bus, en métro, en tram même, en ferry et même avec Uber. Donc finalement, Adeline, si je comprends bien par rapport à ton discours, tu nous encourages, enfin tu encourages en tout cas à venir à Lisbonne plusieurs week-ends dans l'année, vu la proximité par rapport à l'Europe et puis surtout par rapport au climat, je dirais. Exactement, Florence. Quand on voit le nombre de jours ensoleillés à Lisbonne, 18 degrés en moyenne cet hiver certainement, et qu'on le compare au climat en France, où d'octobre à février ce n'a été que pluie et neige, bien sûr, venez à Lisbonne. La vie est courte, il faut prendre le temps de se ressourcer, et Lisbonne est la destination sans pareil. Or le mois d'août, paraît-il, comme ailleurs, trop c'est trop. Et puis l'aller-retour, c'est maximum 50 €. Donc quand on voit les différences de coût de vie entre les deux côtés, ouais, il y a... Et j'ai répondu à ta question, Florence. Parfaitement, très chère Adeline. Je te remercie en tout cas pour cette interview. Et puis je te dis à très bientôt, et à très bientôt pour une prochaine visite à Lisbonne. Bonne journée, à bientôt et à une prochaine rencontre. Bye bye. Si vous souhaitez suivre les prochaines rencontres